Se penser arabe, l'exprimer n'est pas un exercice facile. En diaspora, c'est se voir taxé de communautarisme et d'ingratitude. On refuserait d'appartenir à la nation qui nous a accueillis. Être un jeune arabe en France, en Europe ou en Amérique, c'est aussi prendre conscience que nos existences individuelles sont politiques. J'ai grandi avec les guerres du Golfe, celle d'Algérie, le souvenir de la guerre d'indépendance et la guerre civile des années 90, l'invasion de l'Irak, la chute de Kadhafi, la destruction de la Syrie et bien sûr le drame palestinien, comme autant de témoins de la violence quotidienne vécue par les nôtres. Oui, les nôtres. Des gens qui nous ressemblent, qui pourraient être des cousins, des tantes ou des voisins. Comment nier la communauté de destin que l'on ressent spontanément à chaque image douloureuse aperçue au détour d'un journal télévisé ou d'une story Instagram? Bien sûr que les identités sont des créations sociologiques, mais ce que chaque arabe éprouve lorsqu'il voit aujourd'hui les images de carnage de Gaza ou de ceux d'hier à Alep ou Bagdad ne s'explique pas, cela se ressent. Être arabe, c'est un sentiment d'appartenance, un sense of belonging comme le disent les anglo-saxons, qui se construit, se renforce entre les membres d'une même communauté. Sofiane, tu viens de sortir un livre qui s'appelle L'Arabe confus. Pourquoi tu as choisi ce titre? L'arabe confus. Ça revient un peu à mon expérience personnelle. Je suis né en France de parents algériens. Je vis aux Émirats Arabes Unis depuis plus de 16 ans. Je me suis rendu compte qu'en fonction des endroits où je vivais, des gens que je rencontrais, des langues que je parlais, des accents que je prenais, les gens ne me percevaient pas de la même façon. Et ça m'a aussi amené à me poser des questions sur moi-même, sur mon identité, sur mes identités. L'identité, c'est quelque chose de vivant. L'identité d'un pays, le récit national, en fait, c'est quelque chose qui est écrit. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et souvent, quand on pense que ça tombe du ciel, c'est très dangereux. Et toi, tu remets ça en question, justement, dans le premier chapitre de ton livre. Tu parles vraiment d'identité et tu poses directement la question, qu'est-ce qu'être arabe aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu réponds à cette question, justement? C'est quoi être arabe? Alors, être arabe, il y a plusieurs définitions. Être arabe, en fait, déjà, la façon dont je l'appréhende dans le livre, c'est la façon dont on est perçu. Être arabe, c'est un prénom, c'est quelque chose de physique. On va parler de yeux d'arabe, grand, noir, de cheveux d'arabe, de nez d'arabe. Mais être arabe, c'est fortement rattaché à la langue. Et ça, c'est une définition qui est fortement partagée, de dire qu'il est arabe celui qui a pour langue maternelle l'arabe. Et là, c'est très intéressant parce que ça ouvre plein de débats. Voilà, je suis d'origine algérienne, je suis maghrébin. Souvent, les gens vont me dire, oui, mais non, les Maghrébins ne sont pas arabes, les Maghrébins sont amazirs, sont berbères. Ce qui n'est pas faux, bien sûr. Et ça renvoie à la pluralité des identités. Effectivement, c'est le fruit d'un processus historique, il y a eu des processus d'arabisation, mais ça nous revient encore à cette image de corps vivant qu'est l'identité. Toi, tu as fait beaucoup de recherches pour ce livre. Ouais. Est-ce qu'il y a des découvertes que tu as faites qui t'ont particulièrement choqué ou étonné? Il y a des belles découvertes dans le livre, notamment en fait le rôle des chrétiens arabes dans la préservation de la langue arabe. On parlait de la renaissance arabe, la renaissance littéraire, la renaissance culturelle. C'est comment des individus comme Boutros El-Boustani ou Francis Marash, libanais et syriens, en réaction encore à l'occupation ottomane, ont voulu créer une excellence arabe. Et ça, en fait, on l'oublie un peu. Là, tu parles de la Narda. La Narda, oui, exactement. Mais c'est aussi, en fait, on oublie, c'est un peu une découverte, le rôle joué par les chrétiens arabes dans la préservation, la modernisation de la langue arabe. Toute la deuxième partie de ton livre, tu parles de nostalgie. Tu le lis directement au déplacement, à l'immigration. Tu dis que c'est particulier à la culture arabe, la nostalgie. Pourquoi ? Je tente une explication étymologique. Le mot nostalgie, en fait, dans les langues européennes, c'est plutôt lié à une douleur. Nostalgia, algia, c'est la douleur. En arabe, la nostalgie, en fait, on la qualifie comme hanin. Hanin, c'est une racine qui renvoie à la douceur, à des sentiments. À chaque génération, il y a des nostalgies aussi générationnelles. Et en fait, pour les enfants d'immigrés, il y a une nostalgie générationnelle qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Le retour au bled, les vacances au bled, dans la musique, le rail. Et ça crée du lien, en fait, cette nostalgie. C'est quoi le morceau pour toi qui représente le plus la nostalgie? C'est Khalik Hina Khalik de Warda. Une artiste, en fait, qui aurait pu être une arabe confuse. Elle est née à Puteaux, dans les années 40. Son père avait un restaurant, cabaret, qui recevait beaucoup de chanteurs des diasporas arabes, à la fois
algérienne, maghrébine et puis orientale. Une cache d'armes du FLN est trouvée dans le cabaret est fermé. Sa famille doit partir au Liban, dont est originaire sa mère. Warda va devenir le porte-voix un peu de la révolution algérienne au sein des pays arabes. Elle va chanter les musiques arabes dans différents pays. Puis je pense à 16 ans ou 17 ans, à l'indépendance de l'Algérie, elle va en Algérie pour la première fois. Warda, c'est quelqu'un qui ne lisait pas l'arabe au départ, qui a travaillé avec les plus grands compositeurs arabes, notamment Mohamed Abdel Wahab. Et qui va lire et apprendre les chansons arabes en phonétique. Okay. Puis elle va devenir ensuite la grande diva égyptienne que le monde arabe va s'arracher. Toujours algérienne, mais égyptienne par son ancrage. Je sais que les Algériens vont un peu m'en vouloir quand je vais dire ça. Ouais, c'est quelqu'un que ma mère aime beaucoup et c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré de nombreux talents. Dubaï, c'est encore une très mauvaise image, surtout en France. Qu'est-ce qui fait que Dubaï, pour toi, c'est un bon endroit pour vivre? Et Dubaï, c'est un peu cette ville arabe confuse. On arrive à Dubaï, quelqu'un qui s'attend à retrouver Médina, Souk, ne va pas retrouver ça à Dubaï. Il va retrouver quoi? Il va retrouver des buildings. Certains vont vous parler d'authenticité, en pensant que l'authenticité, elle est simplement matérielle. Et tout de suite, ça va être le jugement. On va dire, non, mais Dubaï, c'est artificiel, c'est une ville qui n'a pas d'âme. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que moi, c'est une ville dans laquelle je vis depuis 16 ans. Et c'est une ville dont l'identité et l'âme sont profondément arabes au pluriel. Parce qu'en fait, c'est une ville qui a toujours été au carrefour de plusieurs identités, arabes et autres, indiennes, perses. Mais c'est une ville qui a dans son ADN le changement et l'ambition. Dubaï, ça m'a permis d'être fier. Ça challenge un peu le narratif que l'Occident a eu sur le monde arabe. Mais je le dis aussi dans certains pays arabes, nous disant que non, mais c'est pas ça être arabe. Non, mais c'est pas... Et c'est ça qui m'a permis d'être fier. La vision erronée que les gens vont avoir des Émirats arabes unis, et notamment de Dubaï, c'est une critique de la modernité qui est construite sous nos yeux. Parce qu'en fait, on est dans une perception où on voudrait que l'arabe soit le vendeur de souk, que l'arabe soit le guide touristique dans la Médina, et que de voir des Arabes qui sortent de la logique postcoloniale, ça surprend. Je reviens sur le futur de la nostalgie, parce que je pense qu'en regardant à travers nos histoires, nos mémoires, nos nostalgies, on a vraiment des sources de fierté, des sources de sourire, des sources d'inspiration. Et c'est très difficile en fait de dépasser les quelques cadres orientalistes où on va nous célébrer. Il faut vraiment revenir à l'histoire parce qu'il n'y a pas de surprise. C'est malheureusement un éternel recommencement. J'aimerais aussi qu'on puisse recommencer des bons moments. بتونس بيك وانت معايا